Hey les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un domaine qui m'attire en règle générale, l'horreur. Qu'il s'agisse de mangas, de séries ou même de films, c'est un univers qui m'a toujours fasciné. C'est un domaine où l'on ressent des sensations indescriptibles qui pour ma part, je ne retrouve nulle part ailleurs. Si vous êtes intéressé également par ce genre de choses et tout ce qui tend vers l'étrange, alors vous êtes au bon endroit. Éteignez les lumières et laissez-moi vous guider dans l'obscurité. Commençons par les présentations. Connaissez-vous cet homme? D'apparence sympathique, vous allez vite apprendre à le détester. Il s'agit de Junji Ito. Ce nom vous est peut-être familier étant donné qu'il m'arrive parfois de le citer au travers d'autres vidéos. Mais qui est donc Junji Ito? Junji Ito est un mangaka japonais né le 31 juillet 1963 dans la préfecture de Gifu au Japon et il est considéré aujourd'hui comme l'un des maîtres du manga d'horreur. Il commence à dessiner dès son plus jeune âge en s'inspirant des dessins de sa sœur aînée et en s'inspirant également des dessins de Kazuo Umezu, un autre mangaka d'horreur très peu connu en France, alors que pourtant c'est lui qui fut le premier à créer le genre, c'est-à-dire les mangas d'horreur. Mais revenons plutôt à Junji Ito, malgré sa passion pour le dessin, son parcours fait qu'il finira dentiste, mais Junji Ito continue de dessiner en parallèle pour finalement publier son œuvre en février 87 dans le Monthly Halloween. Il remporte au passage une mention spéciale pour son premier manga, le prix Kazuo Umezu. À ce moment-là, c'est un peu la consécration. Être reconnu par son idole de toujours, c'est stylé, c'est sûr. Et c'est pourquoi en 1990, Junji Ito stoppe complètement le domaine dentaire pour se consacrer uniquement au manga. Et c'est là que débute l'ascension du mangaka. Mais chaque chose en son temps. Si on est là aujourd'hui, c'est pour, certes, parler de Junji Ito, mais surtout de ses œuvres. Et c'est pourquoi on va plonger dans les entrailles de son premier titre, j'ai nommé Tomie. Il pensait pouvoir lui résister, mais son pouvoir de séduction est bien trop fort. Il pensait pouvoir la détruire, mais rien n'y fera jamais. Au début de l'histoire, et dès les premières cases, on nous informe que Tomie est décédé et que récemment des restes de son corps ont été découverts à divers endroits. Le coupable semble toujours dans la nature et l'enquête bat son plein. Mais une question se pose dès les premières pages. Pour quelle raison peut-on tuer une enfant aussi mignonne? La réponse est simple, elle ne l'était pas. Tomie nous est présentée comme étant une jeune fille très populaire dans son école, et ce, grâce à sa beauté hors du commun. Elle est tellement belle que tout le monde semble subjugué par son physique, c'est le cas de Yamamoto, son petit copain, mais on apprend rapidement qu'il n'est pas le seul, et c'est aussi valable pour son professeur, Monsieur Takagi. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce genre de relation n'est clairement pas normal pour une fille de son âge. C'est à partir de là que les circonstances de la mort de Tomie vont s'éclaircir. Quelques jours plus tôt, la classe de Tomie fait une sortie en plein air, une sorte de sortie pour l'étude des sciences naturelles. Tomie et ses camarades, sous les directives de leur professeur, partent donc en direction de la montagne Inari. Vous l'aurez compris, c'est là que le drame va se produire. Durant une pause accordée à la classe, Yamamoto surprend Tomie avec le professeur. Fou de rage, il va la gifler et c'est cet acte qui va accidentellement la faire chuter du haut de la falaise. Tomie s'écrase en bas et son corps resté au sol semble inanimé. Les élèves commencent à paniquer et c'est là que le professeur va leur demander de rester calme. Et c'est dans un élan de solidarité que la classe ainsi que Monsieur Takagi vont découper Tomie en plusieurs morceaux. À peine le charcutage commencé qu'ils se rendent vite compte qu'elle est toujours vivante, mais aucun d'entre eux ne semble pouvoir contrôler ses pulsions, et le massacre continuera jusqu'à faire taire les cris de la jeune fille. Suite à cette boucherie, chacun a pour mission de se débarrasser d'un morceau du corps, et une fois fait, tous essayent de revenir à leur vie normale. Mais cette tranquillité sera éphémère car seulement quelques jours après ce meurtre, une jeune fille arrive dans leur classe, s'excusant de son retard. Tomie était là. Alors là, on pourrait très bien se dire qu'il s'agissait sûrement de sa sœur jumelle ou qu'il s'agissait d'un rêve. Malheureusement, la vérité est froide et morbide. Tomie est bien vivante. Les élèves ne pouvant pas contenir leur peur et leur crainte d'être dénoncés par Tomie, qui pourtant semble amnésique, vont tout simplement déménager pour fuir cette macabre réalité. Et c'est sur la fin du premier chapitre, après que l'amie d'enfance de Tomie est déménagé, qu'on va comprendre comment Tomie a fait pour revenir à la vie. Elle semble être capable de se régénérer à partir des morceaux de son corps. Et maintenant que la malédiction est enclenchée, le cauchemar va réellement commencer. Les différentes histoires. Je ne parlerai pas en détail de chacune des histoires, ça n'aurait pas grand intérêt, parce qu'au final on retrouve une construction très linéaire dans chaque chapitre. À chaque fois on nous présente une nouvelle Tomie, sûrement issue d'un des morceaux du corps originel. Une personne tombe amoureuse d'elle, allant jusqu'à la tuer mais n'y parvient pas, ce qui nous donne généralement l'inverse de ce qui était désiré, soit la multiplication de cette dernière. Et pourtant toutes les histoires ne sont pas anecdotiques. Je parle essentiellement du volume 1, où pour le coup les chapitres se suivent. On obtient alors plus d'informations sur Tomie, mais encore une fois, aucune réelle trace de motivation. Elle semble juste apprécier le fait de pouvoir mettre n'importe quel homme à ses pieds, et d'être en quelque sorte immortel. Mais pourtant, il semblerait qu'il existe un moyen de l'empêcher de nuire. À plusieurs reprises dans le manga, on nous montre que la brûler entièrement serait efficace. Mais dans une autre histoire, le feu n'a pas eu raison d'elle. Donc pour le coup, ça reste assez flou de ce côté-là. Toujours dans le volume 1, on apprend que son professeur avec qui elle avait une relation au début s'est échappé de sa clinique psychiatrique et semble toujours chercher à savoir ce qu'est Tomie. C'est pourquoi on le verra plus d'une fois agir dans l'ombre en faisant des expériences ici et là qui coûteront la vie à plusieurs innocents, laissant toujours derrière lui d'abominables créations. L'origine de ses pouvoirs.
On sait que Tomie est capable de faire naître un nouveau clone à partir de n'importe quel morceau de son corps. La couper en morceaux ne fait qu'augmenter le nombre de Tomie à chaque fois, mais même une simple goutte de sang peut évoluer et donner une nouvelle Tomie. En fait, c'est chaque cellule de son corps qui est capable de se régénérer. On nous le montrera également avec ses cheveux. On sait aussi qu'introduire des cellules de Tomie chez une femme l'infectera jusqu'à ce qu'elle devienne à son tour une Tomie. Tout ça fait qu'on est en mesure de se poser la question suivante: comment cette fille aurait pu obtenir ce genre de don? Et ce dont je vais parler maintenant, c'est uniquement le fruit de mes recherches et une des théories les plus plausibles que j'ai pu trouver concernant ce mystère. Rappelez-vous un peu plus tôt, on a parlé du lieu qui serait la première mort de Tomie, la montagne Inari. De ce qu'on nous dit, il y a une partie de cette montagne qui était vouée au culte d'Inari, et de ce que j'ai pu trouver et lire, Inari est considérée comme la divinité de la montagne, qui réside sur le mont sur lequel est construit son sanctuaire. Inari est vénérée également pour sa fertilité, pour la naissance et pour l'annonce de certains dangers. Est-ce pour cette raison qu'en trouvant la mort sur cette montagne, Tomie se serait vu attribuer le don de pouvoir naître et renaître indéfiniment? C'est possible, mais je ne vous ai pas tout dit concernant cette divinité. Inari est aussi redouté par les hommes, car il peut les ensorceler et même les posséder en prenant l'apparence de jeunes femmes séduisantes. En conclusion, Tomie en trouvant la mort sur cette montagne est sans aucun doute devenue la réincarnation du dieu Inari. Mais attendez, dans ce cas-là, et s'il s'agit bien d'un dieu, pour quelle raison chercherait-il à poursuivre les massacres? Mais si Tomie n'est pas une quelconque réincarnation, qui est-elle vraiment? Où et quand est-elle née? Combien de fois a-t-elle été découpée en morceaux? Cela reste un mystère. Il est fort probable qu'elle existe depuis la nuit des temps, qu'elle ait toujours répandu la peur parmi les hommes. Il est possible que chaque siècle ait connu Tomie. Mais dans ce cas, il y aurait une grosse incohérence pour cette théorie, car dans le premier chapitre, on fait la connaissance d'une de ses amies d'enfance, et cela voudrait dire que Tomie a été petite. Vous en conviendrez, l'existence d'une Tomie enfant n'est pas vraiment compatible avec la belle Tomie qui vit depuis toujours. Mais rappelez-vous de ce qui se passe si on inocule le sang de Tomie à quelqu'un d'autre. Le fait d'en injecter à un nourrisson permettrait de démontrer qu'une Tomie enfant puisse exister. Au fur et à mesure que les minutes passent, j'ai l'impression que l'épais brouillard qui recouvre Tomie s'épaissit et qu'il n'est pas prêt d'être dissipé. Au travers de cette première œuvre, Junji Ito réussit à nous mettre mal à l'aise en essayant d'utiliser différentes méthodes cherchant à effrayer le lecteur. Que ce soit les mutilations, le body horror ou même la folie, le mangaka réussira à vous atteindre à un moment ou à un autre. Pour ma part, il y a eu également un certain passage que j'ai trouvé plus marquant que les autres. De toute façon, chaque individu ressent les choses différemment, mais personnellement, l'histoire m'ayant le plus marqué, je pense que c'est celle-ci. Celle qui nous conte la mésaventure d'un jeune homme parti en montagne lors d'un blizzard et qui est à la recherche de son frère disparu plusieurs jours auparavant. À la fin du chapitre, le jeune homme finit par retrouver son frère dans une grotte qui malheureusement aura eu la malchance de croiser la route de Tomie. J'espère que ce premier épisode du Cohorror Show vous a plu. C'est un exercice tout nouveau pour moi et j'ai pris pas mal de plaisir à écrire tout ça. Évidemment et comme d'habitude, pensez au petit like, le commentaire et l'abonnement pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, prenez garde aux belles femmes.